Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger le cas clinique d'hier, le cas clinique neuro. Alors, vous êtes amené à voir en consultation un enfant de 10 ans qui, depuis 15 jours, présente des céphalées s'accompagnant de vomissements depuis 8 jours. À l'interrogatoire des parents, vous apprenez que depuis environ 2 mois, l'enfant a changé progressivement de comportement. Il est devenu très irritable. Il suit beaucoup moins bien en classe. Il est inattentif. Il est récemment tombé plusieurs fois, sans raison apparente. Enfin, il voit double depuis 24 heures. À l'examen, cet enfant est conscient. Il existe une paralysie du nerf moteur oculaire externe, ça veut dire le nerf 6, droit, et un syndrome cérébreux statique. Le reste de l'examen neurologique et de l'examen somatique est normal. Alors, le cas. Alors, cet enfant, il a des céphalées, des vomissements depuis 8 jours. Aussi, il a changé de comportement depuis 2 mois, d'accord? Depuis 2 mois. Voilà. Aussi, il a tombé plusieurs fois sans raison apparente. Voilà, normalement. Puis, l'examen clinique, on a trouvé une paralysie du nerf moteur oculaire externe droit, le 6, d'accord? Le nerf 6, et un syndrome cérébreux statique, d'accord? Et le reste de l'examen, rien à signaler. Alors, la première question, c'était quel diagnostic on doit évoquer? Alors, cet enfant présente des céphalées, des vomissements, une atteinte visuelle à cause de l'atteinte de paralysie du nerf moteur oculaire externe, d'accord? Sans fièvre et sans syndrome méningé. Alors, le diagnostic qu'on doit évoquer, c'est l'hypertension intracrânienne. Alors maintenant, pourquoi ces signes? Céphalée, vomissement et atteinte du nerf 6. Alors, on a une hypertension intracrânienne. Alors, c'est comme le cerveau, il souffre. C'est pour ça qu'on a des céphalées. D'accord? Pour les vomissements, le corps il va essayer de dégager les liquides en dehors du corps. C'est un mécanisme pour abaisser la pression intracrânienne. D'accord? Pour l'atteinte du nerf 6, tout simplement parce que le nerf c'est le plus prédisposé en cas d'hypertension intracrânienne. D'accord? Par n'importe quelle étiologie. D'accord? L'essentiel, une hypertension intracrânienne, dit qu'une atteinte du nerf 6. Parce que c'est le nerf le plus prédisposé. C'est par effet de compression, d'accord? Très bien. On passe à la question suivante. Voilà, donc il existe un syndrome d'hypertension intracrânienne. Par quel mécanisme pouvez-vous le confirmer? Très bien. Alors, donc, c'est quoi l'examen qu'on doit demander pour confirmer cette hypertension intracrânienne? Très bien. Bon, on m'a demandé le fond d'œil. D'accord? Pourquoi demander le fond d'œil? Parce qu'il y a des signes de retentissement à la papille. La papille, il y a la région, le nerf optique. D'accord? Alors, on a des signes de retentissement de l'hypertension intracrânienne sur la papille. D'accord? Alors, je suis capable de remarquer qu'il y a un fond d'œil. Capable de voir un œdème papillaire. D'accord? Comme capable de voir d'autres signes, par exemple des hémorragies rétiniennes ou des exsudat, etc. L'essentiel, c'est qu'on nous demande le fond d'œil. Mais il y a un problème. C'est que la normalité du fond d'œil n'élimine pas le diagnostic positif de l'hypertension intracrânienne. D'accord? Alors, le fond d'œil, il y a les signes de l'œdème papillaire, etc. Du coup, oui, il s'agit d'une hypertension intracrânienne. Mais, il est normal, tu ne peux pas éliminer le diagnostic d'une hypertension intracrânienne. Alors, donc, on a une fibrose beaucoup plus TDM ou l'IRM. D'accord? Alors, donc, par exemple, la TDM,
la TDM عندها دوكا double rôle capable نديرو بها le diagnostic positif qui est capable تعطينا le diagnostic étiologique en même temps. D'accord. Par exemple, si on trouve un œdème cérébral, par exemple des signes de l'œdème cérébral, par exemple effacement des sillons corticales, d'accord, ou là par exemple déviation ou l'aplatissement des ventricules, etc. D'accord. Alors, le signe positif, il y a une hypertension intracrânienne et en même temps, le diagnostic étiologique. Alors, la TDM, c'est mieux le fond d'œil. Par exemple, la TDM capable de l'hydrocéphalie. Alors, en cas d'hydrocéphalie, on trouve dilatation du ventricule. D'accord. Par exemple, on est capable de des signes d'engagement. D'accord. Alors, l'essentiel, la TDM, pratique le diagnostic positif qui est capable de mettre le diagnostic étiologique. Très bien. Très bien, on passe à la question suivante. La paralysie du 6 d'Arwa a-t-elle dans son contexte une valeur localisatrice? Très bien. L'hyperpression intracrânienne donne une atteinte du nerf 6 parce que ce nerf c'est le plus prédisposé. C'est pour ça qu'on a la paralysie du nerf 6. D'accord. Alors, n'importe quelle cause d'HIC capable de donner cette paralysie. D'accord. Par exemple, une méningite, par exemple, une obstruction de la circulation de liquide céphalorachidien, d'accord, par exemple, syndrome de Budd-Chiari, spina bifida, etc. L'essentiel, la cause de l'ébréta, par exemple, une tumeur, l'essentiel, une HIC par l'effet de compression capable d'une atteinte du nerf 6. Alors, la paralysie du nerf 6 a ta valeur localisatrice. Madame, n'importe quelle cause d'HIC capable de dire alors, très bien, on passe à la question suivante. Quelle est la localisation de la lésion causale? Alors, la localisation de la lésion causale. Très bien. Alors, comme on a dit, des céphalées, des vomissements, paralysie du nerf 6, ce sont des signes aspécifiques capables de n'importe quelle cause d'HIC. Mais, on a quelques notions, par exemple, qu'il est récemment tombé plusieurs fois. Au l'examen clinique, il y a un syndrome cérébreux statique. Déjà, donc, il y a un syndrome cérébreux statique, on a un problème le cervelet. Le cervelet, il est composé de deux parties. Le centre, on a le vermis, d'accord, et on a les hémisphères cérébreux, d'accord, et un hémisphère cérébreux. Les hémisphères cérébreux sont responsables de l'exécution des mouvements et sont responsables à la cinétique, d'accord. Par contre, le vermis, le centre, il est responsable de la statique et la marche. On a un trouble statique. D'accord. On a un trouble de la statique. Parce que cet enfant, il a tombé plusieurs fois. D'accord. Et dans l'examen clinique, on a un syndrome cérébreux statique. Très bien. Alors, donc, la localisation de la lésion causale, c'est le vermis au niveau du cervelet. Très bien. Très bien, on passe donc à la question suivante. Donc, si vous demandez une radiographie de crâne face profil, quelle anomalie relative à l'hypertension intracrânienne pourriez-vous vous attendre à voir? Très bien. Bon, c'est une question... c'est un peu l'autre, mais معليش. Alors, je suis capable de dire, bon, c'est un enfant âgé de 10 ans. Les signes est capable de dire la radiographie standard, capable de dire un élargissement de la selle thyrsique, qui est la selle thyrsique du kima hagda. Alors, l'hyperpression, elle a un élargissement de la selle thyrsique. D'accord? Qui est capable de dire même des signes d'aplatissement de la base du crâne. Toujours c'est l'hyperpression qui va aplatir
هذاك la base de crâne. C'est pour ça qu'on a un aplatissement de la base de crâne. Le quand j'ai l'enfant un nourrisson moins de 18 mois capable de une disjonction des sutures, mais il a dépassé les 2 ans, alors c'est bon, les sutures qui me sont soudées, alors maintenant on a une disjonction des sutures. C'est à peu près. Très bien, on passe à la question suivante. Quels sont les mécanismes et la cause de ce syndrome d'hypertension intracrânienne? Très bien. Alors, on a un syndrome cérébrostatique où on a une lésion au niveau du vermis. D'accord. On a la notion que les troubles qui sont de façon progressive, environ 2 mois, environ depuis 15 jours, etc. L'essentiel depuis 8 jours. Alors c'est une lésion qui se développe de façon progressive. D'accord. Alors, c'est un processus tumoral localisé dans le vermis. Comme on a dit, c'est un syndrome cérébrostatique. D'accord. Alors c'est une tumeur. Alors c'est une tumeur qui se développe à partir du vermis. D'accord. Et le mécanisme probablement c'est une obstruction ou c'est un obstacle à l'écoulement du liquide céphalorachidien. Comme on a la protubérance, juste imaginez la protubérance, juste le 4e ventricule, ou le cervelet. D'accord. Alors le vermis il est localisé ici. Alors un processus tumoral qui est situé dans le vermis, une compression au niveau des 4e ventricules, un obstacle à l'écoulement du liquide céphalorachidien. D'accord. Alors probablement le mécanisme. Donc à la cause c'est une tumeur. D'accord. Mais on est capable de définir le diagnostic étiologique, ça veut dire le type de cette tumeur. D'accord. On a un enfant de 10 ans, on a une tumeur localisée au niveau du vermis. Bon, je sais que les externes d'Alger mazal ما درتوش les tumeurs cérébrales, mais bon, كي تكون عندك un enfant عنده une tumeur اللي جات من le vermis, tout simplement تبوزي le diagnostic positif d'un méduloblastome. D'accord. Le méduloblastome هو اللي جينا من le vermis. Par contre, par exemple, le quand j'ai par exemple un syndrome cérébreux cinétique, ça veut dire d'origine cérébreuse, d'origine hémisphérique, ça veut dire les hémisphères cérébreux. Là, on pose le diagnostic par exemple d'un astrocytome. D'accord. L'essentiel, le vermis, généralement, il me donne le méduloblastome. D'accord. Alors, le mécanisme qui m'a donné, c'est une obstruction, c'est un obstacle à l'écoulement du liquide céphalorachidien. La cause, c'est un méduloblastome. Très bien. Et comme on a dit normalement, on a demandé un TDM. Alors, la TDM, on a des céphalées, des vomissements, etc. Alors, lorsqu'on demande un TDM, on trouve un processus tumoral, la fosse cérébrale postérieure avec des signes cliniques d'HIC. Alors, c'est bon. On peut poser le diagnostic positif d'un HIC qui m'a dit. Et en même temps, le diagnostic étiologique, voilà, c'est une tumeur. D'accord. Très bien. Alors, on passe à la dernière question. Quel est le principal risque immédiat de cette affection? Bon, là, on a une tumeur la fosse cérébrale postérieure localisée dans le vermis. D'accord. On a une hypertension intracrânienne. Alors, le risque immédiat de cette affection, c'est l'engagement des amygdales cérébreuses. Parce qu'on a une tumeur localisée dans la fosse cérébrale postérieure. D'accord. On a plusieurs types d'engagement. On a par exemple l'engagement temporal, on a l'engagement qui a des amygdales cérébreuses, on a l'engagement de la circonvolution singulaire, etc. L'essentiel, il y a plusieurs types d'engagement. Selon la localisation de la tumeur, يكون عندك هذاك l'engagement. حنا دوكا رانا عندنا une tumeur في la fosse cérébrale postérieure.
D'accord. Alors راح يكون عندنا un engagement des amygdales cérébreuses. D'accord. Alors les amygdales cérébreuses راح يخرجوا من le trou occipital بسبب l'hyperpression هذيك. D'accord. Alors كي يخرجوا هذوك les amygdales cérébreuses جيت le trou occipital تما باردون لاخر تما لاخر واش حيديروا لنا تما حيديروا لنا une compression على le bulbe parachidien. D'accord. وحنا كيما عم بالنا le bulbe parachidien il est riche بلي نوايو غري ومنه يخرجوا لي ديرنيير بير كرانيان le 9 10 11 J12. D'accord. Alors le risque immédiat c'est un engagement avec compression du bulbe parachidien alors capable يعطينا le décès tout simplement. D'accord. Alors لهنايا هادي نورمالمون سي لهنا alors نورمالمون هنايا la prise en charge تكون en urgence parce qu'il y a ce risque اللي هضرنا عليه déjà. Alors normalement c'est bon, on a terminé. هذا هو le cas. J'espère que c'était bénéfique pour vous. واش راح نقول لكم bon courage خاوتي. السلام عليكم à la prochaine ان شاء الله.